En fait, on vient sur ces salons pour présenter, effectivement, mais on est toujours aussi à la recherche d'activités, ça c'est clair. Donc on vient présenter nos activités, leurs spécificités. Et donc là, Gabriel vient de récupérer peut-être un job. Ouais. Alors, moi, Carole, tu m'autorises à reprendre la parole donc. Je vais reprendre la parole et en fait, je vais prendre une casquette un petit peu plus scientifique. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai présenté effectivement une. Oui, vas-y, je te laisse, Carole. Ouais. Oui, tout d'abord, j'aimerais qu'on se représente un petit peu brièvement parce qu'on a des nouveaux venus. Et il y a des personnes qui nous suivent déjà depuis c'est la 3e conférence qu'on fait ensemble. Et il y a des on va revenus, refaire un tour justement et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Pascal, Alors je commence. me présente à nouveau. Donc Pascal Viel, moi je suis chercheur au CEA Saclay, donc chercheur académique, mais également cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Agelis, qui a développé des matériaux qu'on a un petit peu évoqués tout à l'heure et que je vais présenter de façon un peu plus complète ici. Et je suis également donc impliqué dans une joint venture qui s'appelle Agelchim, dont on peut effectivement évoquer un peu plus ses activités sur le stand de Chimirec. Et donc je viens avec cette triple casquette. Voilà. Gabriel, si tu veux te représenter, il cherche les morceaux de son coq. Hein. C'est Carole qui a perdu son coq vert. J'étais déçu, j'ai retrouvé des étudiants. J'aime beaucoup les étudiants. Vous êtes partis, c'est pas gentil. Hein. Non, alors, je vais me présenter de façon plus large. Pour les étudiants, hein, désolé pour les autres. Je suis un ancien chercheur et j'ai enseigné à la fac, mais à la fac de Rouen. Vous pouvez venir me voir à la fin. Je ne sais pas ce que vous faites comme étude. Ok. Donc moi, je suis un ancien chercheur. Je me suis reconverti dans le métier de la dépollution. J'ai fait du bureau d'études pendant 15 ans. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a inspiré sur la méthodologie des friches et sur tout ce qui est méthodologie de dépollution. Donc j'ai été dépollueur, j'ai été bureau d'études, j'ai été dépollueur. Et maintenant, mon dada, hein, c'est la friche. Pourquoi je suis là ? Parce que justement, je suis dépollueur. Et quand on est un dépollueur et qu'on a des solutions vertueuses pour dépolluer, on s'associe avec des personnes comme Chimirec et comme Agelis, qui est une solution extrêmement innovatrice que j'aime à pousser dès que je peux. Ils veulent pas encore aller là où je veux aller. Pour le moment, on travaille avec Chimirec, effectivement, mais ce dont tu parles, effectivement, donc dans ma présentation, effectivement, je vais vous présenter Carole, excuse-moi. Je vais me présenter avant. Pascal, avant que tu démarres, je vais me présenter. Donc, Carole, moi, je représente le groupe Chimirec. Et j'ai voulu faire de cette matinée un petit peu des cercles vertueux, montrer qu'on peut travailler ensemble, parce qu'on ne sait pas tout faire dans une entreprise. Et que là, j'ai des partenaires excellentissimes et que j'avais envie de vous les partager et voir justement ce qu'on fait ensemble. Voilà, Pascal, tu peux commencer. Ouais, parce que je suis vraiment désolé. Ouais. Donc effectivement, l'idée, c'est de trouver des convergences. Alors hier soir, on a dîné ensemble, effectivement. On se connaissait déjà un petit peu. Et Gabriel, hier soir, m'a dit, il faut vraiment qu'avec les choses que vous développez, vos matériaux qui ont des performances et surtout une originalité, une unicité même presque très importante, qu'on puisse travailler. Et on va revenir sur ces aspects, effectivement, traitement des sols. Avec Chimirec, aujourd'hui, on traite plutôt des effluents, donc qui sont des effluents qui sont conteneurisés, c'est-à-dire que c'est des effluents qui sont dans des tanks, des IBC, des choses comme ça, qu'on va traiter sur des cartouches avec des matériaux. Et donc, là, on a créé une joint venture qui s'appelle Agelchim, issu donc des technologies Agelis et Chimirec, donc l'ETI maintenant familial que je représente et la start-up que Pascal donc représente et va vous montrer le savoir, les potentiels, les applications qui sont... Il y a une foultitude d'applications. Il y a une foultitude. Alors des fois, effectivement, on peut avoir une petite tendance à se perdre dans cette foultitude d'applications. Alors les matériaux qui aujourd'hui font le travail en matière de sorbant ou de traitement des effluents, je les ai évoqués tout à l'heure. Ce sont des résines échangeuses d'ions qu'on voit en haut. Là, c'est ces petites billes là, qui font à peu près 200-500 microns de diamètre ou des granulés de charbon actif. Ce qui a été développé effectivement par Agelis au départ. Donc là, je prends la casquette Agelis. Effectivement, c'est des matériaux qui ont les mêmes propriétés d'échange d'ions, donc d'extraction de métaux dissous, de pollution invisible, d'espèces
dissoutes et faiblement concentrées, donc elles ont les mêmes propriétés. Et dans celle-ci, par exemple, c'est une résine que vous avez à peu près tous chez vous. Vous voyez celle-ci, là, c'est un groupement acide carboxylique. Hein. Elle est capable d'échanger du cuivre, mais elle est aussi capable d'échanger du calcium. C'est ce que vous avez dans vos lave-vaisselle. Et dans vos lave-vaisselle, vous remarquez que de temps en temps... Oui ? On a des résines anioniques, cationiques, on reprend effectivement on reprend la gamme des propriétés de résine. Et celle-ci, c'est une cationique faible, c'est celle qui vous permet effectivement de fixer le calcium dans vos lave-vaisselle. Donc c'est pour ça que vous remettez du sel, et le sel que vous remettez à la fin du mois ou tous les 15 jours, juste du chlorure de sodium. Vous pourriez l'utiliser, et là on efface ça des bandes pour faire cuire des pâtes, hein, c'est vraiment du chlorure de sodium. Et une fois qu'effectivement cette fibre est saturée avec du calcium, on met du sodium, il va s'opérer un déplacement chimique, la fibre va se retrouver avec du sodium, et effectivement quand le calcium va passer devant elle, effectivement elle va recapter le calcium pour éviter qu'il y ait des dépôts de tartre. Voilà. Alors ces fibres, elles sont présentées ici, on les voit sous forme vrac, mais on les voit également sous forme non textile, et c'est cette forme non textile qui va nous intéresser par rapport au sujet présenté par Gabriel. Il y a une deuxième question, Pascal. Je voulais juste savoir quel est l'intérêt d'utiliser des échangeurs d'ions par rapport à d'autres techniques. L'échangeur d'ions, alors l'autre technique par exemple, c'est la sélectivité. L'échangeur d'ions va être beaucoup plus sélectif par exemple qu'un granulé de charbon actif qui va absorber de nombreuses choses mais qui va les absorber avec des propriétés relativement faibles. On parle de phénomène de physisorption. Et en fait, on va très vite saturer les charbons actifs. Dès que la température va monter, ça va désorber. Les échangeurs d'ions sont très stables. On a des interactions électrostatiques qui sont fortes. Et on a même certaines résines. On a même des résines qui ne sont pas que des échangeuses d'ions. On a des résines, je rentre un petit peu dans le détail de la chimie, comme celle-ci qu'on appelle iminodiacétiques. Et celles-ci, elles sont capables effectivement de chélater, de fixer, de complexer très fortement des ions dissous. Donc c'est vraiment de la performance et de la sélectivité, de l'ajustement chimique. Alors, ce qui a été apporté par Agelis, effectivement, c'est un paradigme assez nouveau qui consiste à non plus travailler avec des grosses billes qui vont faire 500 microns. Et sur les deux images qu'on voit ici, on voit des billes c'est une image même microscopie électronique à balayage, on voit des billes de résine et on voit des fibres. Ces deux matériaux ont les mêmes propriétés d'échange, sauf qu'il est clair, il n'y a pas besoin de faire de longs discours, que quand de l'eau circule au travers de ces deux matériaux, la division de la matière, les surfaces développées vont être beaucoup plus importantes et le travail va être réalisé beaucoup plus vite. Ces matériaux ont à peu près les mêmes capacités de capture, sauf que pour atteindre les capacités de capture d'une bille, il faut diffuser à l'intérieur. Et ce temps-là peut être très très long. Donc quand on divise la matière sous cette forme de fibre, effectivement, on va aller beaucoup plus vite. On va aller entre 10 et 100 fois plus vite. On a la même chose, par exemple, par rapport à des granulés de charbon actif. Dans un granulé de charbon actif, on peut aller jusqu'à plus de 1000 mètres carrés par gramme. Mais ces surfaces sont des surfaces qui sont nanoporeuses, qui sont à l'intérieur du granulé. En fait, pour y accéder, il faut beaucoup de temps. Et ce sont des matériaux qui vont être fragiles aux empoisonnements et à l'humidité. Voilà. Donc, l'innovation, effectivement, apportée par Agelis, c'est de prendre des matériaux avec une chimie déjà existante et de mettre ça dans une forme tout à fait nouvelle. Et là, j'entends Ekaterina me siffler à mon oreille que c'est une dépollution immédiate. C'est une pollution, tout à fait. On parle immédiate, on va le traduire tout de suite sur ces images. Là, je pars de résine. J'ai opéré la même expérience sur 3 matériaux différents. Des résines avec des solutions de cuivre. C'est pour ça que les résines deviennent vertes au bout d'un certain temps. Elles ont fini le job au bout de 12 heures. Quand je passe sur des fibres, le même job est fait en 2 minutes. Là, je suis sur des fibres qui font 20 microns. Si je descends sur des fibres qui font 2 microns, c'est en 2 secondes. À partir de 2 secondes, on commence à parler effectivement de dépollution immédiate. Là, vous comprenez pourquoi c'est innovant. Là, les bénéfices sont énormes. C'est-à-dire qu'on va saturer ces matériaux à des vitesses qui vont être infiniment plus rapides. Donc la qualité de la dépollution va en être que meilleure. Voilà. Une résine, par exemple, si on voit une résine qui est coupée, là, je coupe cette résine, elle est bleue, on a l'impression qu'elle a fait le boulot, mais en fait, si je la casse, on voit bien que le bleu, il est juste à l'extérieur. C'est juste un cordon. Ça va travailler dans les premières minutes, mais à l'intérieur, on n'a pas encore toute la capacité de capture. Il y a 99% de la capacité de capture qui est à l'intérieur, mais qui n'est pas encore atteinte. Et ça se traduit, si on fait des courbes, on n'est pas dans les images, si on fait des petites courbes, on va faire un traitement de dépollution, on va comparer des résines et des fibres. Là, on va avoir une concentration et là, on va avoir du temps. Effectivement, une résine va commencer à fonctionner relativement rapidement et puis va stagner. On part à 2 mg et on va stagner vers le milligramme. La même manip avec des fibres, effectivement, on va descendre beaucoup plus vite et on va descendre beaucoup plus bas.
plus vite, plus fort. C'est vraiment l'effet du dimensionnement. Donc on a développé toute une gamme. On peut traiter de l'eau, de l'air et également des sols. C'est la raison pour laquelle Gabriel est là. Voilà. Et donc, moi, je les ai déposés là-bas, je vous les montrerai dans un sac. On a des fibres qui sont en vrac. Et ça, ce matériau-là est un matériau effectivement qui peut être très intéressant pour dépolluer les sols. Parce qu'il est composé de deux types de matériaux. Il y a un matériau qui est rose à l'intérieur, qui est un matériau qui est sensible aux métaux lourds, qui va être capable d'extraire les métaux lourds. Et les deux faces qui sont blanches ici sont en polypropylène. Et le polypropylène, lui, va plutôt avoir une affinité pour les hydrocarbures. Ça veut dire que ce matériau appliqué sur le sol peut être capable directement posé au sol, et ça c'est l'intérêt effectivement des fibres de pouvoir faire des couvertures en fait, en quelque sorte, va pouvoir traiter en même temps des traces d'hydrocarbures dans des eaux qui sont souillées et effectivement des traces de métaux lourds. Les grosses applications, c'est celles sur lesquelles on travaille avec Chimyrec, effectivement, c'est beaucoup le traitement de surface. Voilà, c'est typiquement un atelier de traitement de surface. Ici, donc, c'est des gens qui vont faire de la métallisation de pièces automobiles. Tous les logos, tout ce qui est plastique, mais qui ressemble à du métal, mais qui n'a pas le poids du métal, c'est du plastique qui est métallisé. Tous ces gens-là, effectivement, sont amenés à gérer des grosses quantités d'effluents chargés en métaux. On a des dédoreurs aussi, j'ai évoqué ça tout à l'heure, des gens qui vont effectivement être amenés à récupérer l'or. Dans ces cas-là, là, c'est plutôt de la valorisation qui va être intéressante, ou alors du recyclage de métaux stratégiques. On avait parlé tout à l'heure de la valorisation matière, une fois que les filtres sont saturés, de pouvoir récupérer les métaux rares. Donc les métaux qui nous manquent, au lieu d'aller faire du mining, on fait du mining, mais de recyclage. De la mine urbaine, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Là, je vais rentrer effectivement dans la thématique effectivement présentée par Gabriel, où on a donc ces matériaux qui ne sont plus dans les cartouches qu'on a vu tout à l'heure dans la ChimiCap, mais qui sont directement sous forme de couverture. Oui, une question, oui. Alors, vous récupérez les métaux rares. Après, qu'est-ce que vous en faites? Vous faites une purification après ou bien... Alors, question pertinente, une fois que c'est saturé, effectivement, on régénère, on vient faire une extraction. Le principe de base, souvent dans la dépollution, c'est d'attaquer des très gros volumes faiblement concentrés, mais qui posent déjà des problèmes. Effectivement, venir concentrer les matériaux dans les éléments ou valorisables ou toxiques dans ces matériaux et de les régénérer. Alors on régénère ça très simplement, soit avec des acides et des bases, et là on se retrouve avec des jus très concentrés. Et ces jus très concentrés, on les réinjecte en filière dans des étapes qui sont connues déjà depuis très très longtemps, et c'est des procédés d'abaissement massif. On va faire des précipitations avec des hydroxydes ou des choses comme ça, et très rapidement ces bouts d'hydroxyde repartent en filière s'ils sont valorisables, ou alors ils peuvent être stockés effectivement en déchets ultimes, mais c'est des déchets ultimes concentrés. Donc l'idée de la dépollution, c'est de partir de gros volumes très peu concentrés à des tout petits volumes, de la réduction de volume et avec des très fortes concentrations. On n'a plus d'image. C'est pas grave. Tu peux remettre? Ça va repartir, ouais. Mais effectivement, cette question est tout à fait pertinente. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle et on repart en amont sur les cycles. Oui, une autre question, ouais. Et par exemple, si les déchets ne sont pas revalorisables, qu'est-ce que ça devient après puisque vous l'avez concentré? Alors, si ce n'est pas valorisable, je prends un métal qui ne coûte pas très très cher, le zinc ou le cuivre, effectivement. Mais une fois qu'on a un concentrat, on a une boue d'hydroxyde, et ça peut être stocké en décharge, mais on a des petits volumes. Plutôt que de rebalancer dans la nature, on stocke ça en décharge. Quand c'est sur l'or, par exemple, on ne met pas ça dans la nature. L'or, il est directement valorisable. D'ailleurs, on ne s'embête même pas avec l'or à régénérer les matériaux. Quand ils sont saturés en or, on les incinère, et l'incinération elle-même refabrique de l'or. Nous, les premiers essais qu'on a fait sur ça, on avait des filtres qui étaient saturés en or, et une fois qu'on les a brûlés, et dans le fond du creuset, on a récupéré des petites pépites d'or. Et là, c'est valorisable directement. Ouais. Parfait. Allez, hop. Oui. Merci. Qu'est-ce qu'il advient des fibres après qu'elles aient été utilisées? Est-ce qu'elles sont incinérées? Est-ce que vous en débarrassez? C'est régénéré vraiment un très grand nombre de fois. Okay. Et en fin de vie, il y a toujours cette notion de fin de vie, c'est-à-dire qu'à un moment, le matériau... Alors là, sur les retours d'expérience qu'on a déjà des matériaux qui ont déjà tourné plus d'une centaine de fois. Alors si on est amené à régénérer tous les mois, une centaine de mois, ça fait quand même pas mal d'années. Mais en fin de vie,
c'est incinérable. Donc en fin de vie, on s'adresse à Chimirec qui fait des combustibles solides de substitution, effectivement, et ça repart. Effectivement, c'est des combustibles de substitution énergétique, c'est-à-dire on va se substituer aux énergies fossiles pour alimenter la grosse industrie lourde qui en a besoin. On va faire des espèces de recettes de cuisine pour aller aboutir à partir de déchets à faire du combustible. Ça évite de brûler du pétrole tout frais, effectivement. Donc le produit a une deuxième vie. Il va effectivement être brûlé comme va être brûlé un produit pétrolier, mais cette deuxième combustion est quelque part amortie en termes environnementaux parce que le matériau a déjà quand même été utilisé. Et donc là, j'ai mes couvertures de traitement donc, qui sont sensibles pour celles-ci effectivement aux hydrocarbures et aux métaux lourds. Et là, on a fait on a une application, c'est un domaine sur lequel on a envie effectivement d'avancer. C'est-à-dire que ces matériaux peuvent être potentiellement appliqués directement au sol. Et on sait par exemple que dans le BTP, ce qu'on appelle la phase chantier, en phase chantier, c'est ça, une phase chantier, c'est-à-dire qu'il y a de la terre qui est retournée dans tous les sens. Et puis des fois, en aval du chantier, on va avoir des rivières, ou en dessous le chantier, on va avoir des nappes phréatiques. Et pendant un chantier, il peut se passer des choses qui ne sont pas forcément très, très, très terribles. Il y a des véhicules, donc les véhicules, ça peut perdre du plomb. Il y a les batteries, ça va perdre du cuivre, du nickel, tout un tas d'éléments. Et effectivement, il peut être intéressant de venir collecter ces eaux de ruissellement en surface pour protéger les rivières en aval. Et des fois, un préfet, et ça tu me dis si je me trompe, mais des fois un préfet il va autoriser ou interdire effectivement un chantier tout simplement parce qu'il y a un risque. Et donc si on est capable en amont, et ça c'est le boulot effectivement de Gabriel, de lui dire on va dérisquer le chantier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le traiter parce que si il se passe des problèmes pendant cette phase chantier de traitement, on va pouvoir vous dérisquer le chantier parce que votre rivière va être protégée avec ce genre de matériaux. Et là c'est noir ou blanc, c'est-à-dire que soit le chantier a lieu, soit il n'a pas lieu. Et économiquement, socialement et pour tout un tas de choses, c'est des choses très différentes. Et, alors, toi, tu as beaucoup parlé, mais je peux parler, mais efficacement, si tu me permets. Non, moi, pourquoi Agelchim, ça m'intéresse, c'est qu'on a des polluants émergents. Des techniques de dépollution sur des polluants très classiques, elles sont avérées, assez stabilisées. Moi, ce qui m'intéresse dans Agelchim, c'est la technicité et l'adaptabilité aux polluants. Pourquoi je vous dis ça ? À l'heure actuelle, il y a 2 polluants majeurs qui sont émergents. Vous avez, à mon avis, tous entendu parler. Il y a déjà les PFAS, sur lesquels ma société a mis un brevet en place, sur lesquels, je pense, Agelchim a aussi son rôle à jouer. Et avec l'avènement des véhicules électriques et de tout ce qui est batterie, c'est les pollutions au lithium. Et le lithium, c'est vraiment un élément extrêmement compliqué à dépolluer. Il y a eu pas mal d'incendies dans le sud et en Normandie qui ont généré des pollutions dans les nappes phréatiques. Et pour moi, la suite d'Agelchim, et je rejoins un peu votre question sur le débit. C'est important pour moi, il le sait, je les pousse là-dedans. C'est l'application industrielle du matériau à des débits plus importants. Pour moi, de l'ordre de 10-30 mètres cubes heure, qui permettra de sauter le pas pour vous. Trouver un matériau qui soit aussi... alors, quand on a des pollutions spécifiques, parfois le prix importe peu. Mais souvent, quand on a des accidents, il y a des assureurs derrière. Et les assureurs, eux, ils vont toujours vous sortir une belle feuille de calcul en vous disant non, ça coûte 30 € du mètre cube. Quand on est sur des pollutions spécifiques comme le lithium, pas gagné. Hein. Le lithium, c'est très difficile à accrocher sur les résines. Ça sature. En plus, il y a d'autres éléments qui interfèrent sur les résines et qui même si elles sont spécifiques anioniques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a différentes résines. Je pense que c'est pareil pour Agelchim. Il y a différentes fibres. Mais l'intéressant, c'est Agelchim pour moi, c'est la spécificité qu'ils peuvent apporter. Ils peuvent être très spécifiques sur l'élément. Les producteurs de résine, avant de les bouger... les producteurs de résine, ils sont installés depuis 30 ou 40 ans sur leurs matériaux. Ils ne vont pas bouger très très vite. Effectivement, on a cette souplesse avec Agelis et Agelchim d'être une petite structure. On est issu, comme Gabriel, effectivement, directement du monde de la recherche. Et si on veut attraper du lithium, effectivement, qui va s'écouler dans le sol, on va aller chercher effectivement soit des matériaux déjà existants qu'on peut combiner entre eux et qui existent déjà aujourd'hui au stade industriel, ou alors si on veut effectivement une extraction
tout à fait sélectif, parce que tu évoquais le fait qu'effectivement le lithium, qui est un cation, peut être interféré par d'autres types de cations qui vont être présents, donc on va avoir des sélectivités chimiques. Alors il existe des matériaux, on les connaît, des matériaux qui ont une sélectivité très très accrue vis-à-vis du lithium. Là, effectivement, plus on va aller vers le sélectif, vers le haut de gamme, je dirais pour la haute couture, on n'est plus dans le prêt-à-porter, on est dans la haute couture, ça va coûter un peu plus cher. Mais effectivement, le verrou du prix, effectivement, des fois peut sauter. Quand je disais qu'un préfet peut autoriser ou interdire un chantier, c'est une économie, enfin ça peut être des millions, des centaines de millions d'euros qui peuvent être derrière, et c'est pas du tout la... Donc, s'il faut préparer les choses avec quelque chose qui va quand même coûter cher, mais que ça va débloquer quelque chose qui va en rapporter beaucoup plus, l'arbitrage économique est des fois possible. Oui. Oui. Je donne l'exemple. Du coup, là, je vois que vous vous spécialisez dans la pollution chimique, du coup, de l'eau. Est-ce que vous vous spécialisez aussi dans la lutte contre la pollution biologique des eaux? Ce qui est de l'ordre des germes, bactéries ou autres. Oui, alors on n'est pas encore arrivé dans l'eau, ça fait partie effectivement dans nos roadmaps, on en a beaucoup comme disait effectivement Gabriel, on a beaucoup de choses à suivre effectivement. On a été contacté à un moment pour traiter effectivement la légionellose en milieu hospitalier. On a des matériaux, je vous l'ai dit, qui sont extractants de métaux lourds. Bon, il y a un élément métallique lourd qui est biocide, c'est le cuivre. Et en fait, on a développé pendant le Covid, de façon très opportuniste, mais de façon aussi très bénéfique pour le Covid, pour tous, hein, on a développé effectivement un filtre aérien qui a été installé sur, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le Covid, il y avait trois gros clusters dont on parlait. Il y avait les bateaux de croisière, il y avait le Charles de Gaulle et les abattoirs. Les bateaux de croisière, on n'a pas pu travailler avec eux. Les abattoirs, c'est toujours très très compliqué parce que c'est de l'humain, c'est du vivant, c'est des choses comme ça. Par contre, on a travaillé avec le Charles de Gaulle, effectivement, et on a équipé tout le Charles de Gaulle en filtres qui étaient chargés en cuivre, qui ont une action biocide. On a démontré que le caractère biocide de ces filtres, en termes de chimie, on parle de log. On est descendu à 6 logs. C'est-à-dire qu'on avait mis au départ Escherichia coli. En moins de 24 heures, on avait descendu de 6 logs. Et on a eu d'autres, à TCC, on a eu d'autres normes comme ça. Donc on a bien qualifié notre matériau. Il n'a pas encore été mis dans l'eau. Effectivement, c'est des choses dont on parle avec des gens d'Ifremer ou qu'on parle avec d'autres partenaires, peut-être hospitaliers. Mais on a la potentialité, effectivement, de faire du biocide dans l'eau. Et je sais que dans l'agroalimentaire, ça peut être quelque chose d'important. Moi, j'ai un partenaire Ifremer qui produit aujourd'hui des polymères bactériens. En fait, et ces bactéries, effectivement, quand il produit son polymère, il faut qu'effectivement que les bactéries soient absentes du produit industriel fini, donc des polymères qui sont fabriqués. Et effectivement, on est en train de mettre en place effectivement des essais pour regarder ça, ouais, pour répondre à la question. Ouais. Moi, c'est les principales applications. Pour moi, c'est qui sont encore à développer, hein, parce que j'ai déjà essayé de travailler avec Agelchim. Agelis, peu importe. Agelchim, c'est le mélange de Agelis et de Chimirec. Donc on est sur le produit chimique Alphabox. Agelis, sur un incident industriel qui est lié au lithium, on a travaillé dessus et ça fonctionne très bien. Oui, j'ai redit ça à la patronne, à Ekaterina, effectivement. Ça fonctionne extrêmement bien. On va rapidement... Moi, le prochain... Il n'y a pas, à proprement parler, d'application pour l'instant à un niveau vraiment industriel pour moi. En tous les cas, en termes de dépollution. Parce que moi, la plus belle application qu'il peut y avoir, c'est sur les eaux. Oui, sur les eaux qui vont pénétrer vers les nappes. Ouais. Ouais, alors, Parce que l'aspect fibreux, déjà, est très intéressant pour moi. La surface spécifique est extrêmement importante, donc ça absorbe extrêmement rapidement. C'est exactement ce que tu disais. Je pense aux eaux d'incendie aussi. Les eaux d'incendie, oui, ça c'est une problématique. Ça, c'est une belle problématique. On tourne autour de ça. On a déjà rencontré plusieurs fois les pompiers, même dégradés, etc. Ça prend du temps. En fait, quand on arrive avec une innovation technologique sur le marché, il y a des besoins. Il y a de l'intérêt, il y a des besoins, mais le passage à l'acte et la mise en place de tout ça prend en général beaucoup plus de temps. On voudrait que les choses se mettent en place dans les 6 mois, dans l'année. En fait, il faut souvent considérer entre 5 et 10 ans pour arriver effectivement à être mûr et que le tissu industriel et que l'économie finissent par accepter cette innovation. Ça prend du temps, ouais. Et pour exemple, un traitement, j'ai eu le cas, un traitement d'eau, c'est parti dans un ancien bac de pétrolier. Il y avait 18 000 mètres cubes, tu vois.
Et ça a été traité à 120, 130 euros, 150 euros du mètre cube. Ce qui est énorme en termes Oui, de c'est traitement. beaucoup, ouais. En général, on est plutôt 3, 4 fois ou 10 fois en dessous. Ouais. Voilà. Merci à vous deux. On va conclure. Alors déjà, si vous avez envie de poursuivre ces échanges, je vais vous inviter sur le stand Chimyrec Est, donc B233. Vous dire également, pour ceux qui étaient venus pour la conférence sur l'économie circulaire et de la fonctionnalité, que Christian Bruyère de chez Mobion s'excuse simplement, mais il a une bonne raison de ne pas être là, c'est qu'il reçoit actuellement à Paris 2 prix. Parce que c'est vraiment quelqu'un que on adore tous. D'ailleurs, Pascal est un de ses ambassadeurs avec donc un scooter en location made in France, recyclé, recyclable. C'est un scooter totalement étonnant. Je suis en train de l'acquérir. J'ai reçu ma carte grise hier et je pense que je vais commencer à rouler avec dans la semaine prochaine. C'est un petit scooter électrique de type 50 cm3, autonomie de 40 ou de 80 km si on prend une ou deux batteries. Ce qui est étonnant dans ce scooter, c'est qu'il est conçu et fabriqué pour être totalement en économie circulaire. C'est-à-dire tous les éléments sont parfaitement démontables. Il est de type open source, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès éventuellement à tous les éléments qui composent le scooter. Quelque part, Christian est un assembleur, on peut avoir accès à tous ces éléments-là. Et tous les 2 ans, ils vous remettent le scooter complètement à neuf. Alors c'est essentiellement les batteries qui vieillissent et ils vous remettent des batteries tout à fait neuves. Et il a vraiment étudié son produit dans une logique d'économie totalement circulaire. Merci. Okay. Oui, c'est un chiffre qui est élevé. Alors, il existait une norme à un moment qu'on appelait VHU, c'était véhicules hors d'usage, qui s'appliquait à l'automobile. Merci infiniment, Pascal. Si vous voulez en savoir plus, venez allez nous voir Pascal. Parce que et moi, je vous ferai la promo du scoot. Il coûte à la location pas très cher. 49 euros par mois et il est joli. Il y a 50 nuances de couleurs. Maintenance comprise. Et on l'adore. Voilà, merci à vous, merci de notre circularité à nous. Merci de votre attention. Ouais.